directement parler de l'amendement qui nous incombe. Ça n'est pas bien, je le sais, mais je m'en excuse par avance et vous allez voir que ça a quand même du sens. C'est que par rapport à ce que je viens de dire, il y a une très forte mobilisation dans le pays par rapport à la santé, par rapport à l'hôpital. Le président de la République est en train de s'exprimer et je pense que ça serait bien qu'il y ait une suspension de séance pour prendre connaissance des annonces qui vont être faites et qui vont impacter notre discussion. Et tout à l'heure, ma langue est un peu fourchée, mais c'est un non-respect des parlementaires que nous sommes. Voilà. Donc, moi, je demande et avec mon groupe, nous demandons une suspension de séance pour avoir la substantifique moelle des mesures qui vont être proposées. J'ai entendu la demande de Mme Cohen par rapport à l'intervention du président de la République. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il fasse des annonces pour autant. Mais enfin, moi je veux bien, on est à 387 amendements à examiner. J'ai déjà demandé à ce qu'on ouvre la séance pour samedi toute la journée. Monsieur le Président, on prévoyait certainement de travailler aussi le dimanche. Il est prévu que je préside le samedi matin et le dimanche après-midi. Alors écoutez, si ça devait se produire. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le Président de la République est effectivement en train de s'exprimer et vous imaginez bien que je vous laisserai les uns et les autres découvrir la teneur exacte des propos qu'il tient. Je voudrais simplement souligner que le Président de la République a dit, à l'instant où je vous parle, qu'il avait entendu, que le gouvernement a entendu la colère, les difficultés et le désespoir des personnels soignants et non soignants qui travaillent à l'hôpital public. Il a eu l'occasion de souligner, comme nous l'avons fait nombreux, pas seulement les membres du gouvernement, depuis le début de nos débats, que cette situation est née, et je reprends là les propos tenus tout à l'heure par le président Millon, cette situation est née de plusieurs années de rigueur, de régulation budgétaire. J'ai eu l'occasion de dire que notre gouvernement, avec un ONDAM fixé à 2,3, puis 2,5, puis 2,3, était le gouvernement qui avait retrouvé les niveaux d'ONDAM antérieurs à 2010, après des années de régulation qui étaient encore plus sévères. Cela ne suffit visiblement pas et le président de la République a souligné que le plan Ma Santé 2020 ne se mettait pas en place assez vite à ses yeux. C'est la raison pour laquelle il a demandé, à l'instant où je vous parle, au Premier ministre de présenter dans les prochains jours un plan d'urgence qui soit conséquent et qui fera à la fois l'objet d'annonces en termes de moyens, de réorganisation et de gouvernance. Madame Meunier, pour un rappel au règlement. Monsieur le ministre, le Sénat a un agenda. Et cette semaine, nous examinons le PLFSS. Une situation inédite, puisqu'en ce moment, donc on le dit depuis le début de la semaine, on a l'impression de ne pas avoir les bonnes bases, les bons chiffres, les bons éléments. Le président de la République s'exprime sur ce mouvement donc, qui perdure depuis plusieurs mois, 8 mois. La Commission des affaires sociales a reçu une délégation. Enfin, c'était un temps fort, un temps du jamais vu pour un parlementaire. Donc moi, j'abonde la demande de suspension de séance de nos collègues du groupe CRCE. Madame Ferré. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Vous venez de nous indiquer que le Président de la République avait demandé au Premier ministre d'annoncer un plan d'urgence, on va dire, pour répondre à la colère juste exprimée en ce moment même dans les rues de Paris et de la France. Hier au soir, nous avons interrogé, ou avant-hier soir, parce que nous passons beaucoup d'heures ici, nous avons interrogé la ministre quant à savoir si cela aurait des conséquences sur la discussion budgétaire de la loi de finances sur la sécurité sociale. Elle nous a dit les choses sont en discussion, mais je ne peux pas en dire plus, mais je ne sais pas, mais on n'avance pas, mais il ne faut pas perdre de temps, etc. Et vous nous annoncez à l'instant que des annonces concrètes devraient être faites dans les heures ou les jours à venir. Alors vraiment, là, c'est le mépris du travail parlementaire. Je voulais dénoncer cela et je m'associe à la demande de mes collègues de suspension de nos travaux pour quelques instants. Écoutez, mes chers collègues, alors d'autres souhaitent s'exprimer. Moi, je suis prêt à suspendre la séance 5 ou 10 minutes, pas plus, pour marquer le coup, puisque c'est ce que vous souhaitez. On ne peut pas suspendre, on ne va pas suspendre plus longtemps.
Donc je vous propose une suspension pour 10 minutes maxi. La séance est suspendue. La conférence des présidents réunie ce jour a décidé de poursuivre l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 afin de permettre au Sénat de se prononcer sur la troisième partie et sur l'ensemble du texte ce soir même. En conséquence, le vote solennel du mardi 19 novembre est annulé. La conférence des présidents a également décidé, en accord avec le gouvernement, d'inscrire la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l'ordre du jour du samedi 30 novembre et du dimanche 1er décembre, matin, midi et soir. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance pourrait être fixé au jeudi 28 novembre à midi. L'ordre du jour résultant de ces modifications sera mis en ligne sur le site du Sénat. Monsieur le Président de la Commission. Oui, je n'avais pas prévu de prendre la parole, Monsieur le Président. Nous allons terminer ce soir l'examen d'une cinquantaine d'amendements. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'ils soient, évidemment, je dis ça aux auteurs des amendements, retirés les uns après les autres, puisque de toute façon, ce qui est demandé, c'est de ne pas voter le titre 3, afin de passer l'ensemble titre 1, titre 2, titre 3 après un vote. C'est pas la peine de prendre trop de temps pour cela. La deuxième chose que je voudrais dire, mais ça c'est pour l'avenir, le 30 novembre et le 1er décembre, donc nous nous réunirons. C'est un samedi et un dimanche. Comme l'a dit le président de séance, c'est le matin, midi et soir. Mais dans ces conditions, certains amendements, nitrites, sucre, alcool, etc., risquent de nous faire perdre du temps sur un texte qui, selon le président de la République, devrait être beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant dès mardi 20 novembre. Président Retailleau, la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cet incident parlementaire, plus même, est suffisamment exceptionnel pour que nous puissions nous en expliquer après la conférence des présidents. Nous avons assisté ces dernières heures, ces derniers jours, à une mascarade. Cette mascarade, ça n'est ni plus ni moins que le mépris du Parlement et de la Haute Assemblée du Sénat de la République. Vous avez voulu, Madame, Monsieur le Ministre, instrumentaliser le Sénat dans un rôle d'un théâtre d'ombre virtuel, dans un rôle totalement factice, parce que vous saviez pertinemment, avant même que nos débats ne débutent, que nous allions délibérer sur un PLFSS qui n'était pas sincère, dans la mesure où vous saviez dès le week-end dernier, sans doute bien avant que nous nous réunissions, que le travail de la Commission, le travail de l'hémicycle se ferait sur des bases qui étaient faussées, avec un travail qui ne pouvait être que vain, parce qu'à un moment ou à un autre, il aurait fallu le reprendre, dans la mesure où ses fondements étaient totalement factices. C'est grave. Et c'est ce qui suscite notre exaspération, parce que ça n'est pas quelque chose de nouveau. Les premières grèves, c'était il y a 1 an. On en est, je crois, déjà à 2 plans. Un plan pour les urgences, un plan avant Ma Santé 2022, et si j'ai bien compris, et bien entendu le président de la République, un 3e plan. Un plan d'urgence qui sera annoncé le 20 novembre prochain. Oui, cette exaspération, c'est parce que tout ne tombe pas du ciel aujourd'hui, mais plus depuis ce week-end, depuis les informations par la presse que nous avions eues, en fonction desquelles nous avions décidé ensemble de faire une motion de renvoi en commission pour marquer le coup. Moi, j'avais avec Alain Milon, avec Jean-Marie Walrenberg, milité pour que vous puissiez rencontrer la commission. C'est sur votre engagement, sur votre parole, où vous aviez indiqué qu'il s'agissait d'élucubration de la presse, que vous n'y étiez pour rien, et que, en réalité, tout ça était simplement l'imagination des journalistes. Eh bien non, dès le week-end dernier, vous saviez pertinemment, nous avions, sur votre parole, sur vos paroles, sur votre engagement, repris les travaux pensant que tout cela était sincère. Malheureusement, ça ne l'était pas. Pour conclure cette intervention rapidement, ce qui est grave dans ce mépris du Parlement, c'est qu'il atteint l'ordre institutionnel. Le Parlement de notre histoire ont été même, dans l'histoire
du libéralisme politique inventé pour contrôler les exécutifs sur le budget, la faculté de dépenser, mais surtout la faculté d'aller chercher l'argent dans la poche de nos compatriotes. C'est un dysfonctionnement institutionnel majeur qu'est le mépris du Parlement. Mais c'est aussi prendre un risque, Madame, Monsieur le Ministre. Prendre le risque d'accroître le malaise démocratique. Si le Président de la République pense encore, après l'épisode des Gilets jaunes, qu'il peut se poser en face à face du peuple ou de la rue, en oubliant les intermédiaires, s'il veut, encore une fois, ubériser, désintermédier la politique, il connaîtra un grave désenchantement. Il accroîtra les tensions dans un climat social qui est aujourd'hui explosif. Oui, vous prenez le risque d'augmenter le malaise démocratique parce que vous atteignez l'ordre institutionnel et parce que vous méprisez les intermédiaires qui sont là précisément pour essayer de faire en sorte que le climat, au moins politique, reste serein et qu'on engage une conversation civique, quelles que soient les positions des uns et des autres, sur des bases sincères. La parole est au président Marseille. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à la suite de ce que vient de dire le président Retailleau, à mon tour, je voudrais dire que ce que nous venons de vivre ces dernières heures, ces derniers jours, est préoccupant, effectivement, pour la vie parlementaire dans notre pays. On ne peut pas continuer ainsi. Je veux dire, on a beaucoup travaillé, les parlementaires ont travaillé, la commission, son président, les rapporteurs ont beaucoup travaillé. Et puis, on a abordé ce budget, comme on le fait habituellement, avec beaucoup de sérieux, avec un souci de dialogue, d'aller au fond des choses, d'échanger. On a lu beaucoup de choses dans la presse. Alors, que le président de la République prenne la mesure du problème hospitalier, c'est une bonne chose et on ne peut que s'en réjouir. Mais on connaît ce problème, il n'est pas nouveau. Pourquoi les mesures n'étaient-elles pas contenues dans le projet de budget qui nous a été soumis? On découvre à l'instant qu'il y a un problème hospitalier. En fait, ce qui est très inquiétant, c'est le fonctionnement, comme vient de le dire le président Retailleau, de nos institutions. Il y a un président de la République et il y a la rue. Le gouvernement, en la circonstance, ne gouverne pas. Le Parlement est écarté. Les syndicats aussi. Il ne reste que la rue. On est en train de répondre, parce qu'aujourd'hui, il y avait un mouvement important et puissant dans les rues de Paris, mais qu'en sera-t-il demain avec les agriculteurs, avec les étudiants, avec les policiers ou les pompiers et tous ceux qui manifestent des préoccupations? On nous explique à longueur de débat qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas bouger d'un centimètre les quelques millions qui sont demandés ici ou là. Et nous allons voir apparaître dans quelques jours certainement des centaines de millions, voire des milliards. Il y a un problème de crédibilité de la parole gouvernementale. Et il y a un problème de crédibilité de nos institutions. On ne peut pas continuer ainsi. Donc, je vous le dis, Madame la Ministre, je vous le dis, Monsieur le Ministre, il faut respecter davantage le Parlement. Que le Président de la République décide, c'est une bonne chose, surtout vis-à-vis du monde hospitalier qui en a besoin. Mais au moins qu'on fasse les annonces devant le Parlement. Le Parlement, ce n'est pas BFM et c'est CNews. Ce n'est pas possible d'apprendre ce qui se passe par la télévision, par les dépêches qu'on est obligé de regarder sur nos iPhones. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors je vous le dis, nous étions avec le souci d'aborder ces budgets dans l'apaisement, le travail, la responsabilité. Je m'associe pleinement à ce que vient de dire mon collègue et évidemment, nous voterons dans le sens souhaité par le président de la Commission. La parole est à la présidente Assassi. Oui, merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, donc, les personnels hospitaliers sont descendus massivement dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail, bien évidemment, mais surtout leur colère contre les politiques d'austérité qui sont menées depuis des décennies dans la santé, qui ont fortement détérioré leurs conditions de prise en les conditions de prise en charge des patients, les conditions de travail de ces personnels et les conditions de prise en charge des patients. Je rappelle quand même que le budget de l'hôpital public a été amputé de 8,6 milliards d'euros ces 15 dernières années. Et cet après-midi, donc, alors que la manifestation n'était pas terminée et que nous tous ici débattions de l'article
14, je crois, du PLFSS, le président de la République, en déplacement à Épernay, a fait une déclaration à la presse pour annoncer que des décisions fortes pour les hôpitaux seraient présentées mercredi par le Premier ministre. Donc le président de la République a quand même, cet après-midi, détaillé un plan d'urgence, je vais le citer, conséquent et qui s'engagera jusqu'à la fin du quinquennat. Et il a ajouté que c'est une vraie logique de réorganisation qui revoit la gouvernance à l'hôpital, qui donne plus de place et de sens à ceux qui soignent. Comme quoi, la colère des personnels, des professionnels de la santé en grève quand même depuis 9 mois n'est ni épidermique ni circonstancielle, mais qu'elle s'appuie bien sur des réalités qu'ils vivent très difficilement au quotidien dans leur profession. Alors, cela dit, nous espérons que ces annonces n'accoucheront pas de mesurettes, mais permettez-nous d'en douter. Pour ce soir, je tiens à préciser qu'en retardant les annonces chiffrées au Conseil des ministres de mercredi prochain, donc après le vote du PLFSS, le président de la République, encore une fois, méprise le Parlement et particulièrement le Sénat. Et vraiment, ceci n'est pas acceptable, ceci n'est plus acceptable. Et je rajoute, d'autant si je rajoute à mon propos l'épisode du renvoi en commission de ce début de semaine, mais aussi, si je peux me permettre, le contenu de la motion d'irrecevabilité que nous avons présentée au début des travaux sur le PLFSS. Donc ce n'est pas acceptable, cela a été dit vis-à-vis des parlementaires qui se sont beaucoup investis sur le texte, notamment la commission des affaires sociales avec son président Alain Millon. Donc ce n'est pas acceptable vis-à-vis du Parlement, dont visiblement l'avis devient une formalité qui serait encombrante, et ce n'est pas acceptable tout simplement pour la démocratie et notre système de séparation de pouvoir. Donc pour toutes ces raisons, le groupe CRCE souscrit aux conclusions de la conférence des présidents et n'adoptera pas la partie recette de ce PLFSS. Monsieur Amiel a la parole. Oui, la forme et le fond. Si effectivement on peut regretter que dans le calendrier les choses se soient passées comme cela, il n'en reste pas moins que la question reste d'abord et avant tout une question de fond. Oui, l'hôpital est malade. Il est malade pas depuis la semaine dernière. C'est pas une urgence. C'est une maladie chronique qui s'est acutisée, pour employer des termes médicaux. Et cela est parti de loin. Et on était il y a quelques minutes avec Mme Poissat sur un plateau de Public Sénat, et on partage l'idée selon laquelle les choses pourront s'améliorer si on veut ensemble qu'elles s'améliorent et si on n'instrumentalise pas davantage une crise hospitalière qui est bien réelle. Parce que s'il faut effectivement des moyens immédiats qui se traduiront forcément par une question de financement, ce qui, bien évidemment, remet en cause les chiffres que l'on a évoqués, il y a un problème de structure au niveau hospitalier. Les lois successives et leur application qui ont été faites depuis un certain nombre d'années. Je me rappelle la loi HPST de Madame Bachelot, qui est un peu à l'origine de ce nouveau mode de fonctionnement purement gestionnaire quelque part. Et puis il y a eu la T2A, du professeur Mattei, dans le cadre, je le rappelle, d'une loi Hôpital 2007. Donc on était déjà en train de parler de problèmes hospitaliers. Et maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? La crise des urgences, d'où tout est parti. On parle beaucoup de problèmes de lits d'aval, mais s'il n'y a pas le personnel pour faire tourner ces lits d'aval, comment fera-t-on? Alors, j'espère de tout cœur que les mesures qui vont être annoncées par le gouvernement la semaine prochaine seront suffisantes pour permettre de prendre du recul et du temps, parce que ça ne se fera pas en quelques semaines ou quelques mois,
pour revoir un mode de fonctionnement hospitalier qui soit plus satisfaisant et qui remette non pas la gestion, mais l'humain au centre du débat. La parole est à notre collègue Yves Daudigny. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je veux, avec force et de façon aussi très solennelle, exprimer l'exaspération, l'incompréhension et la colère totale du groupe socialiste et républicain. Nous avions attiré l'attention depuis des semaines et des mois sur la gravité de la situation de l'hôpital. Et depuis mardi et l'ouverture de la discussion, nous avions dénoncé l'absence de réponse à la hauteur de la gravité de ce que nous vivions. Aujourd'hui, la déclaration du président de la République, le jour même de la manifestation, dans la rue, forte manifestation, alors que le Sénat est en cours de délibération, ignore le Parlement et bafoue notre fonctionnement démocratique. Non, la démocratie ne peut se résumer à un dialogue direct entre la rue et le président de la République par l'intermédiaire des chaînes d'information continue. Ceci au mépris de tous les corps intermédiaires, au mépris du dialogue social et, plus grave encore aujourd'hui, au mépris total du Parlement et en particulier du Sénat. C'est totalement inacceptable. Les membres du groupe socialiste et républicain voteront contre la partie donc recette du PLFSS telle qu'elle nous est présentée et suivront donc le mouvement général qui a été, la procédure générale qui a été indiquée. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, bien sûr. J'ai déjà eu l'occasion, depuis le début de cette discussion parlementaire, de rappeler évidemment, comme vous l'avez fait, les difficultés que traverse l'hôpital, notamment public, et les travaux que nous avions entrepris parallèlement au dépôt du PLFSS pour répondre à cette urgence dans des circonstances qui sont, je le répète, exceptionnelles. Il est normal que le président de la République s'exprime lorsqu'un mouvement social important est en cours aujourd'hui dans notre pays. Il n'a pas dit autre chose que ce que nous vous avons présenté en toute transparence mardi soir, à savoir les axes du plan auxquels nous travaillons encore à cette heure, c'est-à-dire dégager des moyens financiers pour l'hôpital, travailler un grand plan d'attractivité pour répondre aux difficultés de recrutement, qui sont l'une des principales sources de mal-être des soignants, et retrouver des moyens immédiats pour investir dans l'outil de travail, les outils de travail du quotidien. Un seul élément nouveau est à souligner aujourd'hui, la date des annonces que le président de la République a données. Le président a souhaité que les annonces soient faites à l'issue du prochain Conseil des ministres. Il est naturel que l'ensemble des ministres en délibèrent. Les mesures relevant de la loi seront, comme je vous l'ai déjà garanti, inscrites dans le PLFSS en nouvelle lecture et ne priveront pas le Parlement ni d'une discussion ni d'un vote. Je prends acte ce soir de votre décision de ne pas poursuivre le débat. Je le regrette, car les mesures en dépenses qui vous sont proposées par le gouvernement me semblaient mériter que nous en discutions. Une partie d'entre elles, d'ailleurs, concerne l'hôpital, qui était déjà l'une des priorités de ce PLFSS. J'ai souhaité venir vous le redire ce soir par sincérité, comme je l'ai toujours fait devant vous. Je vous remercie. Le président Malhuret a demandé la parole. C'est comme vous le souhaitez. Oui, je pensais que tous les groupes... je suis désolé de m'exprimer après la ministre. Je voulais m'exprimer dans le cadre du rappel au règlement et de l'intervention des différents groupes. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé la parole. Je conçois bien, et je suis bien entendu d'accord avec tous les orateurs qui m'ont précédé, que nous sommes dans une situation inédite.
La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut dramatiser cette situation? Ce n'a pas été le cas tout à l'heure lors de la conférence des présidents, qui était très consensuelle. C'est un petit peu plus le cas aujourd'hui, à ce moment dans l'hémicycle. J'entends parler d'instrumentalisation du Parlement, de mise en cause de la crédibilité de la parole gouvernementale, de mise en cause de la crédibilité des institutions parlementaires. Cette analyse me paraît un petit peu exagérée. Il arrive, et c'est le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il arrive que le calendrier politique et que le calendrier parlementaire entrent, sinon en collision, du moins ne suivent pas le même rythme. C'est l'essence même de la politique que de faire face à l'imprévu. J'entends bien les arguments qui consistent à dire que le mouvement social concernant la santé dure depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, mais il suffit de regarder la télévision, il suffit d'écouter les nouvelles, il se trouve qu'il s'accélère aujourd'hui. J'étais tout à l'heure boulevard Saint-Michel, en face d'une manifestation d'infirmiers et d'infirmières. Nous voyons bien aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la raison probable pour laquelle le président a été interpellé à Épernay, alors que ce n'était pas le sujet pour lequel il y était. Donc oui, ben moi j'étais sur le côté, mais je ne participais pas à la manif. Voilà. Et par conséquent, cette accélération des événements et l'annonce faite par le président oblige à remettre en cause, ou nous oblige à nous interroger sur la façon dont nous allons poursuivre ou remettre en cause l'agenda parlementaire. Nous avions deux solutions qui ont été examinées en conférence des présidents. La première était manifestement impossible et posait probablement des problèmes constitutionnels. Il n'en reste plus qu'une deuxième, c'est celle que vous proposez, Monsieur le Président et Monsieur le Président de la Commission. Sur ce point, bien entendu, nous avons tous tout à l'heure été d'accord, et je confirme notre accord pour suivre les recommandations du président de la Commission, et nous ferons selon ce qu'il nous a proposé. Président Ruquier a demandé la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, écoutez, je crois que tout a été dit. Nous avions en effet deux possibilités suite aux annonces d'aujourd'hui du Président de la République, soit continuer à étudier ce texte qui aurait été voté le mardi 19 pour des annonces qui viendront le 20, donc ce texte aurait été en partie obsolète. On aurait pu le prolonger, mais à ce moment-là, on dépassait le délai constitutionnel. Ou alors, donc, comme ce qui a été décidé par la Conférence des présidents, donc, de ne pas voter le chapitre des recettes, donc d'arrêter ce texte, de le voter en l'état et de se retrouver donc un week-end à cheval sur novembre et décembre pour donc revoir ce texte en seconde lecture. Donc, en nous approuvant la décision, je pense que dans cet épisode, il ne faut pas oublier le rôle du Parlement, puisque le Sénat, quelquefois, est un peu oublié, je le regrette, parce que le Sénat, c'est quand même l'expression des territoires, et je crois qu'on a une vision qui est une vision réaliste, pragmatique, et qui, quelquefois, si on nous avait écouté, peut-être que certaines crises n'auraient peut-être pas éclaté. Donc voilà, je vais vous dire simplement, maintenant, on va être vigilant sur les annonces, on verra qu'est-ce que c'est qui est annoncé, on va voir qu'est-ce que c'est que le gouvernement va apporter donc à cette crise pour essayer d'éteindre cette crise, en sachant que notre seul souci, c'est que l'hôpital marche et que le service de santé et que le modèle français, dont c'est un modèle, perdure et qu'on puisse ainsi soigner dans les meilleures conditions nos concitoyens. Merci. Alors, mes chers collègues, je vais reprendre l'examen des articles et des amendements. Je vais les appeler les uns après les autres. Il serait souhaitable, effectivement, que nous puissions aller relativement vite, mais il faut au moins que l'auteur ou l'un des co-signataires me confirme qu'il retire bien l'amendement, ce que, de toute façon, je ne peux pas vous imposer de faire, soyons clairs. Alors, nous en étions à l'article 14, à l'amendement 489 rectifié bis. Monsieur Hainaut, retiré. Je vous remercie. Le 931 rectifié bis. Un co-signataire. Monsieur Laurent. Je vous remercie. Le 192 de la Commission. Retiré. Il faut que je mette aux voix l'article 14. Qui vote pour? Qui vote contre?
Enfin, il faut quand même s'exprimer. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Après l'article 14, l'amendement 313 rectifié bis, Madame Gruny. Retiré. Après l'article 14, toujours deux amendements en discussion commune, le 338 de Madame Goulet et le 552 rectifié, idem. Retiré. Après l'article 14, toujours le 307 rectifié bis, Madame Gruny. Après l'article 14, 314 rectifié bis. Toujours après l'article 14, 305 rectifié bis. 494 rectifié, Monsieur Chassaing. Après l'article 14, toujours le 310 rectifié bis, Madame Gruny. Après l'article 14, le 304 rectifié bis, retiré par Madame Gruny. Le 333 rectifié bis, Madame Gruny, retiré également. Le 309 rectifié bis, retiré également. Le 3 rectifié bis, toujours après l'article 14, Madame Goulet. Merci. Après l'article 14, le 317 rectifié bis, Madame Gruny. Après l'article 14, le 331 rectifié bis, Madame Gruny. Après l'article 14, le 332 rectifié bis, Madame Gruny. Merci. À l'article 15, 13 amendements en discussion commune. Le 500 rectifié bis, Monsieur Requier. Président Requier, votre avis? Retiré. Merci. Le 385 rectifié, Madame Imbert. Merci. Le 388 rectifié, Madame Imbert toujours. Retiré. Le 387 rectifié, idem. Le 386 rectifié, idem. Le 600, Madame Cohen. Merci. Le 421 rectifié bis, Madame Lassarade. Merci. Le 209 de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci. Le 240 rectifié, Monsieur Hainaut. Retiré. Je vous remercie. Je mets aux voix l'article 15. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 16, le 414 rectifié bis, Madame Lassarade. Idem pour le 413 rectifié bis. Le 412 rectifié bis. Merci. Je mets aux voix l'article 16. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Après l'article 16, 9 amendements en discussion commune. Le 38, Madame Micouleau. Merci. Le 56 rectifié bis, Monsieur Morisset. Merci. Le 447 rectifié bis, Madame Delattre ou Monsieur Requier. Retiré. Le 787 rectifié, Monsieur Daudigny. Merci. Le 111 rectifié, Monsieur Medvieille ou Madame Guidez. Retiré. Le 438 rectifié bis, Monsieur Requier. Retiré. 477 rectifié, Monsieur Chassaing. Retiré. Le 856 rectifié, Monsieur Daudigny. Retiré. 478 rectifié, Monsieur Chassaing. Retiré. Après l'article 16, 537 rectifié n'est pas soutenu. Après l'article 16, le 721 de Monsieur Caram. Il n'est pas dans l'hémicycle, pas soutenu. Après l'article 16, le 715 rectifié, Monsieur Jomier. Merci. Avant l'article 17, deux amendements identiques. Le 483 rectifié terre, Madame Guidez. Retiré. Et le 728 rectifié bis, Monsieur Requier. Monsieur Requier. Retiré. Merci. À l'article 17, 4 amendements en discussion commune. Le 193 de la Commission. Merci. Le 350 rectifié bis, Président Requier. Retiré, Président Requier. Retiré, merci. 908 rectifié, Monsieur Daudigny. 606, Madame Cohen. Retiré. 225 rectifié, Monsieur Savary. Merci. 607, Madame Cohen. 913, Monsieur Lévrier. Merci.
Je mets aux voix l'article 17. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Après l'article 17, le 609, Madame Cohen. Merci. À l'article 18, le 408 rectifié, quater, Madame Lubin. Merci. Le 407 rectifié, quater, idem. Je mets aux voix l'article 18. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. À l'article 19, le 611, Madame Cohen. Retiré. Je mets aux voix l'article 19. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 20. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article et le 21. Ah, le 21. Et il le faut pour la forme. Je suis désolé. Le 21. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Idem pour l'article 22. Même vote. Même vote. À l'article 23. L'amendement 612, Madame Cohen. Retiré. Merci. Le 843 rectifié, Madame Lubin. Retiré. Et je mets aux voix l'article 23. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Mes chers collègues, je peux maintenant mettre aux voix la troisième partie du projet de loi. Je rappelle qu'en application de l'article 47 bis 1A, alinéa 2 du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions de cette partie, la quatrième partie de ce projet de loi est considérée comme rejetée. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Cohen. Bah oui, je suis désolée. On a eu là quand même une sacrée démonstration, mais je crois que c'est important de dire pourquoi on vote contre cette partie. Je voudrais quand même dire que c'est quelque chose effectivement d'inédit. En tout cas, moi, depuis que j'ai été élue en 2011, j'avais jamais vécu ça. Je pense quand même que ce qui s'est passé aujourd'hui, avec vraiment un très fort mécontentement qui s'est exprimé dans la rue, de tous les personnels hospitaliers, soignants et non soignants, de l'aide-soignant d'ailleurs aux professeurs de médecine, qui se sont mobilisés, des milliers et des milliers de personnes à Paris et dans toute la France. Je pense, Madame la Ministre, que ça a contribué à votre prise de conscience. Du moins, je l'espère. Mais je déplore fortement, et nous déplorons avec l'ensemble de notre groupe, que vous n'ayez pas perçu ce malaise avant. Nous sommes venus le 15 octobre vous remettre en main propre une proposition de loi qui reprenait des mesures d'urgence pour l'hôpital. Et curieusement, ces propositions, curieusement pour vous mais pas pour nous, les propositions que nous vous avons présentées reprenaient les revendications qui aujourd'hui s'expriment dans la rue et qui s'expriment depuis des mois. Parce qu'en fait, quand on a construit notre proposition de loi, on l'a construit suite à un tour de France des hôpitaux et des EHPAD, et on a entendu le mécontentement, la colère et le fait que l'hôpital était à bout, à genoux par des politiques successives qui ont totalement mis les crédits à bas. C'est même pas, il n'y a plus de crédits d'ailleurs, puisque vous n'avez fait que finalement refuser d'alimenter l'hôpital. Alors nous, contrairement à d'autres sensibilités politiques, on ne pense pas que la santé, ça soit un coût. On pense aujourd'hui qu'il faut débloquer de l'argent pour répondre aux revendications des personnels et donc à une qualité de soins sur l'ensemble du territoire. Et Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Non seulement nous avons fait des propositions donc qui contraient les vôtres, mais nous avons aussi construit des propositions alternatives de recettes, et notamment de refuser toutes les exonérations qui mettent à genoux notre système de protection sociale. Mais vous les refusez. Donc vous êtes seulement dans un jeu où finalement vous retirez vous transférez des crédits au niveau de l'hôpital d'un service à un autre. Ça n'est plus possible. Il faut donner les crédits à l'hôpital pour qu'il puisse répondre aux besoins en santé. Il faut satisfaire les revendications des personnels qui ont besoin de salaires revalorisés et surtout qu'on leur reconnaisse la pénibilité de leur métier, parce que l'attractivité de l'hôpital, ça passe par d'autres conditions de travail. Alors s'il faut une colère aussi forte pour que le ministre et la ministre s'en rendent compte, c'est vraiment tout à fait dommageable. Et je terminerai mon propos en vous disant que quand même, quand il y a eu la suspension de séance, nous avions avant fait une motion d'irrecevabilité constitutionnelle, et je déplore
que finalement, elle n'ait pas été votée par l'ensemble des bancs. Mais quand il y a eu la suspension de séance, je conclurai en disant que nous avons alerté l'ensemble de nos collègues pour dire qu'il ne fallait pas reprendre le débat, parce que c'était déjà, finalement, par les explications qui nous avaient été données, eh bien, un mépris de la représentation parlementaire. Donc voilà, je voulais affirmer ça. Évidemment, nous voterons contre. La parole est à Madame Catherine Deroche. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons bien évidemment également contre. Moi, ce que je voulais rajouter au propos du Président Retailleau, qui a bien exprimé la colère qui est la nôtre, parce que lorsque nous avons fait ce renvoi en commission mardi, d'abord nous espérions entendre la ministre, mais nous dire autre chose que ce qu'elle nous a dit, parce que nous affirmer les yeux dans les yeux que rien n'était décidé et que le 20 novembre, c'était une élucubration. Bon, on a vu que ce n'était pas vrai, mais nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'en effet, la situation, elle s'améliore pour les hôpitaux. Je rappellerai que le travail de la Commission des affaires sociales, depuis plusieurs mois, voire des années, si on se réfère au rapport qu'avait fait le président Milon avec d'autres collègues, nous nous intéressons en effet à la situation des urgences, nous nous intéressons à la situation hospitalière. Nous nous sommes interrogés récemment avec René-Paul Savary sur l'ONDAM, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie. Donc ce n'est pas un coup que nous faisons, nous travaillons. Ce PLFSS, nous l'avons travaillé, chacun dans nos groupes, avec nos convictions, avec nos idées, mais de tout notre cœur pour essayer d'améliorer la situation et de faire en sorte que ce budget de la sécurité sociale, il apporte vraiment une solution, non pas à nous les parlementaires, mais ni à nos groupes politiques, mais une solution pour les patients, pour les soignants et pour tous nos citoyens. Or là, on voit que l'on se fait mépriser, donc nous voterons tout à fait contre cette première partie. La parole est à Madame Goulet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je vais évidemment joindre m'associer à ce qui a été dit précédemment, mais je voudrais vous dire, comme notre collègue Desroches, que nous avons tous beaucoup travaillé dans nos domaines respectifs, et je dirais que heureusement que le groupe LR et Catherine Desroches ont déposé une proposition de loi qui va arriver le 19, notamment sur la carte vitale biométrique, qui va nous donner l'occasion de parler d'un certain nombre de sujets, et notamment de la fraude, sur laquelle, vous savez, on a beaucoup oui, c'est une obsession, un petit peu, un petit toc, voilà. Et j'espère, Madame la Ministre, que vous serez au banc pour écouter ce que le groupe a à vous dire, et cette proposition de carte vitale biométrique qui est vraiment très importante. Et lorsque on a redéposé des amendements dans ce texte, on s'est dit mais finalement on les a dans le PLFSS, c'est peut-être complètement inutile de les déposer dans le texte qui va venir. Finalement, on a bien fait de le faire 2 fois. Comme je le dis souvent, une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance. En tous les cas, j'espère que vous écouterez ce que nous avons à vous dire dans le cadre de cette proposition. Merci. La parole est à Madame Meunier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous entendez notre colère, mais vous entendez aussi notre amertume, parce que ce n'était vraiment pas la conception que nous avons de notre rôle de parlementaire. On a été plusieurs de mon groupe, mais d'autres groupes, à vous signifier que c'était très grave. Vous vous doutiez de la mobilisation forte, peut-être pas autant que celle d'aujourd'hui, mais vous vous doutez aussi sûrement, et vous redoutez la mobilisation qu'il y aura le 5 décembre. C'est vrai qu'ici, ce ne serait pas si grave, on pourrait dire chronique d'un échec démocratique annoncé, parce que les choses quand même étaient posées. Donc nous aussi, et Yves Daudigny l'a très bien dit pour notre groupe, nous voterons contre cette partie recette qui est insincère, qui est faussée et qui de fait va se modifier la semaine prochaine. Plus d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Pardon? Ah, Président Malhuret, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Nous allons, comment dire, le vote qui va nous être soumis n'a plus de sens. Nous avons retiré tous les amendements, nous avons abrégé cette discussion, nous avons pris le parti d'ailleurs avec un consensus non pas de cesser l'examen du PLFSS, mais de le reporter après les annonces qui nous seront faites la semaine prochaine. Et par conséquent, en ce qui nous concerne, nous considérons qu'il n'y a plus lieu
de voter sur cette partie recette, que ça n'a pas de sens réellement. Nous voterions sur un texte complètement amputé depuis tout à l'heure, donc nous ne participerons pas au vote. Que ça n'ait pas de sens politique pour vous, c'est une chose, mais nous devons le faire parce que c'est ce vote qui va nous permettre effectivement d'interrompre l'examen du PLFSS. Sinon, voilà. Alors, Monsieur le Président de la Commission... Ah, le Président Requier, Monsieur le Président, excusez-moi. Monsieur le Président, je partage l'analyse de mon collègue Claude Malhuret. En plus, nous avons la liberté de votre groupe, mais les gens ne sont pas là, donc nous aussi, nous ne participerons pas au vote. Alors, est-ce que chacun s'est exprimé? Cette fois-ci, je crois que oui. Le Président Milon a la parole. Oui, Monsieur le Président, moi je participerai au vote et je voterai évidemment contre comme l'ensemble de mes collègues. Mais je voudrais revenir 2 secondes sur les origines des maux de l'hôpital, puisque ça me semble important que nous regardions l'ensemble de ce qui s'est passé. Ça n'est pas d'aujourd'hui et ça n'est pas d'hier, c'est même d'avant-hier déjà. Je pense que les origines, c'est d'abord et avant tout les 35 heures qui ont entraîné des difficultés majeures non compensées par l'embauche, etc., qui ont entraîné des difficultés majeures dans le fonctionnement d'hôpital. C'est la T2A, bien évidemment, qui, au départ, a été mise en place pour compenser les difficultés de la dotation globale, quand même. La T2A a eu un effet, bien évidemment, inflationniste important, et puis ensuite, comme l'effet inflationniste était trop important, les différents tarifs qui ont été mis en place ont entraîné des difficultés pour les hôpitaux qui devaient sans arrêt essayer de trouver le moyen de financer l'ensemble de leurs actions. Et quand j'avais fait le rapport sur la T2A avec Jacques Quilomène, je me souviens d'avoir écrit avec lui que la T2A a été inventée en 1984 aux États-Unis, qu'elle était mise en place en 2004 en France. Notre rapport datait de 2009, et entre 1984 et 2009, il y avait eu 180 tarifs différents mis en place aux États-Unis, et entre 2004 et 2009, il y avait eu plus de 270 tarifs mis en place en France. Donc l'effet inflationniste des tarifs pour essayer d'endiguer un petit peu les dépenses qui étaient trop importantes. Il y a eu aussi HPST, pas dans tous les domaines bien évidemment, mais dans le domaine en particulier de la direction, et peut-être aussi dans le domaine de la création des pôles. Je ne suis pas sûr que les pôles, c'était si une bonne idée que ça. Les chefs de service et la création de services, ça me semble être plus intéressant. Il faudra peut-être qu'on revoie ce sujet qui me semble important. Il y a donc eu différentes causes. Et quand je les nomme les unes après les autres, j'implique tous les gouvernements et tous les décideurs qui, à chaque fois, quand ils ont pris une décision, ont pris la décision instantanée de l'instant nécessaire pour sauver l'hôpital, sauf les 35 heures, qui était une autre décision qui n'avait pas directement liée, qui n'était pas directement liée à l'hôpital. En attendant, toutes ces décisions étaient à l'époque justifiées. Les conséquences, on ne les avait pas toutes mesurées, bien évidemment. Il est maintenant plus que nécessaire. Je le redis, mais je l'ai dit quand on avait voté en décembre de l'année dernière les mesures prises par le président de la République. J'avais dit, souvenez-vous, Madame la Ministre, attention, vous réglez le problème des gilets jaunes, mais vous aurez probablement après les gilets bleus et les blouses blanches. Et quand les blouses blanches arriveront, ce sera hyper dangereux, parce que ne plus avoir de correspondant entre le président de la République et le peuple, ça entraîne obligatoirement des dégâts considérables. Les décisions qui ont été annoncées aujourd'hui par le président de la République sont malheureusement, dans leur généralité peut-être, mais celles que nous avons lues dans le JDD dimanche, en particulier la date du 20 novembre. Et c'est ce qui, évidemment, provoque aujourd'hui la colère des parlementaires et en particulier la colère des sénateurs, puisque par ailleurs, dans le cadre d'une réunion que j'avais organisée avec l'ensemble des commissaires de la Commission des affaires sociales mardi soir à 20h, 20h30, 19h30, salon Victor Hugo, avec l'ensemble des sénateurs membres de la Commission des affaires sociales, il avait été dit qu'une décision n'était prise et que la date du 20 décembre ne pouvait pas être la bonne date en l'absence de la ministre et du président de la République. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on se sent un petit peu floué par tout ce qui se passe. Donc, avec cette volonté quand même
de sauver l'hôpital, avec cette volonté de sauver la santé française, et encore une fois, c'est la dernière fois je dirais aujourd'hui, mais je le dirai par la suite, avec cette volonté de conserver le système paritaire, et non pas la bercysation. Nous voterons aujourd'hui contre ce projet tel qu'il nous est présenté. Je souhaite que là, en deuxième lecture, les mesures qui seront annoncées par le président de la République ou par le Premier ministre feront partie du PLFSS en deuxième lecture, et je souhaite que nous ayons largement le temps à ce moment-là pour en discuter au fond, pour sauver l'hôpital. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien entendu, évidemment, vos explications de vote. D'abord, je comprends l'inconfort que vous ressentez tous à avoir des annonces qui vont impacter le PLFSS, qui ne sont pas encore arbitrées, et je vous l'avais dit mardi, et qui feront l'objet d'annonces mercredi en Conseil des ministres. Monsieur Malhuret, vous l'avez dit, parfois il y a un télescopage du travail gouvernemental pour travailler au fond sur une crise profonde, celle de l'hôpital public, sur lequel nous travaillons depuis cet été. Et le calendrier d'un PLFSS, dont vous le savez, il s'écrit au mois d'août, il doit être déposé le 15 septembre, il doit être examiné par les deux chambres. Et en réalité, rien n'était prêt au mois d'août pour inscrire des mesures nouvelles dans le PLFSS. Donc le PLFSS que nous vous présentons est un PLFSS sincère qui apporte des mesures nouvelles très importantes pour nos concitoyens. D'ailleurs, un certain nombre d'articles ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée nationale parce que ce sont de très belles mesures et nous aurons l'occasion d'en débattre. Mais je voudrais quand même revenir sur la critique qui nous est faite de ne pas considérer le Parlement ou de ne pas entendre les alertes. Je crois que depuis 2 ans où nous nous connaissons, j'ai sans arrêt travaillé de concert avec vous. Vous m'avez alerté sur la crise des EHPAD. Nous avons travaillé à un plan grand âge et autonomie. Nous avons accéléré la convergence tarifaire pour aider la situation dans les EHPAD. Nous travaillons à un plan métier sur les métiers du grand âge. Et donc, cette crise-là a été jugulée, c'était en 2017. En 2018, nous n'avons parlé que d'une chose. Et je tiens quand même à vous rappeler que l'ensemble de nos débats du PLFSS 2018, puis ensuite de la loi santé, ont porté sur les déserts médicaux et la médecine libérale. Nous n'avons pas parlé de l'hôpital à cette période-là, nous avons parlé des déserts médicaux. Et vous, en tant que représentant des territoires, vous m'avez demandé de travailler un plan sur la désertification médicale et la nécessité, évidemment, d'améliorer la situation. Et nous y avons travaillé. Maintenant, évidemment, l'hôpital, c'est un problème qui gronde, c'est un problème sous-jacent. Et nous le savons, la situation n'a fait que se dégrader depuis les années 2000. Le président Milon l'a dit. Le problème de l'hôpital, vous le savez, Madame Cohen, je n'ai pas attendu le rapport du groupe communiste. Nous avons évidemment, depuis très longtemps, été alertés par les soignants. Et moi-même, je viens de l'hôpital public et j'ai vu la dégradation depuis les années 2000. Monsieur Alain Milon l'a dit, les années 2000, c'est la mise en place des 35 heures, puis ça a été la T2A. Dans mon hôpital, on m'a expliqué qu'il n'était pas rentable de soigner des leucémies, qu'il valait mieux opérer des cancers de la prostate. Voilà ce que j'ai entendu. Et tous les soignants l'ont entendu. Ensuite, la loi HPST a réduit la part des personnels soignants dans la gouvernance hospitalière. Et donc, tout cela sont des réformes qui, successivement, ont désespéré l'hôpital public. Nous avons maintenant à prendre en compte cette désespérance et à trouver les solutions, car en fait, le rôle du politique, c'est d'apaiser et de rassurer, c'est de trouver des solutions, et nous y travaillons. Donc, je tiens à le redire, les annonces du président de la République, elles ne sont en aucun cas différentes de ce que je vous ai dit mardi soir lors de notre réunion. Il n'y a rien d'autre que les axes sur lesquels nous travaillons. Par contre, le président de la République l'a dit clairement, il veut réinvestir l'hôpital public. Il considère que l'hôpital public est indispensable, est un pilier de notre système de santé. Il souhaite réenchanter l'hôpital public. Il considère que le financement de l'hôpital public est un investissement pour notre société. Il l'a redit publiquement aux soignants aujourd'hui. Et je pense qu'il était très important qu'il puisse s'exprimer à une période de très grande tension hospitalière. Donc,
Ce petit mot pour vous dire que je regrette que nous n'allions pas au bout de ce PLFSS, même si je comprends le désir que vous avez évidemment d'exprimer votre mécontentement. Ce PLFSS tel qu'il est présenté correspond à l'état de nos travaux jusqu'à présent sur des mesures que souhaitait présenter le gouvernement, sur des mesures très favorables à nos concitoyens. Il y aura évidemment le temps de la deuxième lecture qui nous permettra de travailler au fond l'ensemble de ces mesures et évidemment d'avoir en surplus les annonces intégrées dans la deuxième lecture, puisqu'il y aura évidemment des annonces et un impact budgétaire. Voilà, je vous remercie. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix la troisième partie du projet de loi. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Le résultat du scrutin numéro 36, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques, est notifié à la présidence. Nombre de votants 305. Suffrages exprimés 281. Pour l'adoption 0, contre 281. Le Sénat n'a pas adopté. La troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n'ayant pas été adoptée, la quatrième partie est considérée comme rejetée. Je vais maintenant mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi et en application de l'article 59 du règlement, je vous rappelle que le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 37 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence. Nombre de votants 341, suffrages exprimés 281, pour l'adoption 0, contre 281. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà pour cette séance mouvementée. Vous pouvez retrouver tous les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. On revient en détail sur cette zone de turbulence entre l'exécutif et le Sénat autour du rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la chaîne parlementaire. Ce soir, à 22h, allons plus loin. Rebecca Fitoussi, depuis la porte de Versailles, revient sur l'actualité du Congrès des maires avec ses invités. Terre à Terre va s'intéresser à la grande faune, c'est-à-dire les loups, les ours, les lynx. Le débat persiste aujourd'hui sur la fameuse cohabitation entre éleveurs, agriculteurs, avec ces prédateurs. Aujourd'hui, quand on va se balader en nature, il faut que tout soit sous contrôle, tout partout. Et en fait, le loup revient mettre un immense coup de pied dans la fourmilière en disant, ben voilà, la nature, c'est ça. Bonne soirée sur Public Sénat. Europe Hebdo, c'est votre rendez-vous hebdomadaire depuis le cœur du Parlement européen. Chaque semaine, ouvrons ensemble les portes de l'Europe avec nos reportages et nos débats. Europe Hebdo, demain à 19h sur Public Sénat. Le 9 août au matin vers 11h, ma troisième adjointe m'appelle pour me signaler qu'il y avait un colis alimentaire déposé devant la maison de quelqu'un, d'une famille. Et effectivement, il y avait des produits alimentaires de première nécessité en plein soleil, ce qui était tout à fait normal. Donc à ce moment-là, j'ai voulu frapper à la porte pour leur demander d'ouvrir. Pas de réponse, je vais vers le volet qui était un peu entrebâillé, je frappe sur le volet en disant « Jean-Pierre Muselier, maire, est-ce que vous pourriez m'ouvrir? Je voudrais vous voir ». Je reviens devant la porte parce que pour m'ouvrir, il se ferait passer par la porte. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte très précipitamment et le garçon, le fils de cette locataire, avait un couteau à la main, un couteau avec une lame très longue comme ça, en se précipitant sur moi en disant « Je vais vous tuer, je vais vous tuer ». Dans un dixième de seconde, j'ai vu tout apparaître ma vie, si vous voulez, avec mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, etc. Et vous voyez de près une lame de couteau, vous osez vraiment, vous essayez de survivre à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai esquivé, je suis parti. Bon. Alors, aujourd'hui, en faisant un peu
le bilan de tout ça, si vous voulez, je garde ce traumatisme quand même d'agression. Ça c'est sûr, j'y pense la nuit, de temps en temps, pas maintenant un peu plus espacé. Je ne comprends pas le geste. À 68 ans, Jean-Pierre Muselier finit son 3e mandat de maire de Saint-Mion, petite commune de 500 habitants située dans le Puy-de-Dôme. Cet été, pour la première fois, l'actualité nationale a troublé la quiétude de ce village paisible. Bonjour Benoît, je te verrai tout à l'heure. Hein. Oui, bonjour. L'agression de l'élu a eu un fort retentissement dans la presse locale et nationale. Jean-Pierre Muselier a conservé les articles pour les fournir à son avocat. Sur le JDD, là, vendredi, encore le maire de Saint-Mion-Puy-de-Dôme a été agressé au couteau. Un de ses adjoints légèrement blessé. Le JDD. Auvergne, un maire agressé par le fils d'une habitante. Donc un petit article là. Le décès du maire de Signes a soulevé l'indignation. Le 9 août, le maire de Saint-Mion, lui aussi, a été victime d'une agression. Je n'accepte pas, si vous voulez, la violence sur qui que ce soit. En particulier encore sur quelqu'un qui détient l'autorité. Les maires sont OPJ, officiers de police judiciaire, donc on détient l'autorité sur notre commune, et lorsqu'on se déplace, on le fait dans le cadre de notre mission de maire, ou de président de CCAS, c'est pareil. Hein. Et donc il était hors de question pour moi de ne pas déposer plainte à l'encontre de quelqu'un qui est dangereux. Faire respecter la loi, une des missions du mandat de maire. Sur décision de la préfecture, il doit par exemple faire appliquer les règles d'urbanisme autour de l'église romane du village, classée monument historique. Mais quand un habitant décide d'y déroger, le maire n'a pas les moyens de s'y opposer. Comment voulez-vous qu'on le fasse? Il n'y a aucune sanction, il n'y a rien aujourd'hui. Mettre des astreintes? Je vais prendre un coup de fusil encore. C'est pas possible. Dans nos communes, nous sommes malheureusement dépourvus. Dans les grandes communes, il n'y a pas de problème. Hein. Les services juridiques, la police municipale, il y a, si vous voulez, je veux dire, une synergie, si vous voulez, que nous n'avons pas. Nous sommes en contact en permanence avec les administrés. Et donc, le choc, si vous voulez, maire-administré, quand l'administré n'est pas d'accord et n'est pas content, nous n'avons aucune possibilité de le faire plier. Et ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est les services de l'État. Et on nous demande de faire appliquer quelque chose sans nous donner les moyens. Donc c'est là où il y a le problème. Un sentiment d'impuissance qui n'est pas nouveau, mais qui a pris une ampleur particulière au cœur de l'été 2019, avec le drame de Signes. Bonsoir à tous, il est 20h. À la une de l'actualité ce soir, le choc et les questions dans le Var après la mort du maire de Signes. Il a été percuté par un fourgon en voulant empêcher un dépôt illégal de gravats. Les réactions sont nombreuses. Emmanuel Macron salue ce soir le dévouement de l'élu. Un choc pour les habitants de cette commune du Var qu'il dirigeait depuis 36 ans, mais aussi pour les 35 000 maires de France et pour toute la classe politique. Je pense comme tous les maires de France, puisque je l'ai été, maire, il y a une forme d'identification très humaine. Et c'est bien de revenir sur ce qui s'est passé au mois d'août, parce que évidemment c'est une blessure qui ne se refermera pas. Dès le lendemain du drame, le Sénat lance une grande consultation auprès des maires pour connaître l'ampleur du phénomène. Et le gouvernement, qui avait justement programmé un projet de loi sur les maires à l'automne, est obligé de s'adapter. Des dispositions vont venir compléter le texte. Là où nous avons largement complété le texte, c'est en cas de problème. Ce n'est pas forcément en amont, c'est quand l'irréparable se produit, une agression, qu'elle soit verbale ou physique, c'est de se dire au fond de quoi a besoin un élu pour être accompagné. Pour finaliser ce projet de loi et écouter les maires, Sébastien Lecornu invite au ministère les élus agressés pendant l'été. Jean-Pierre Muselier, le maire de Saint-Mion, fait évidemment partie de la délégation, avec beaucoup d'attentes. J'arrive pour écouter l'ensemble des mesures qu'ils vont proposer
pour la prochaine législature, et à l'issue de quoi nous allons leur poser des questions et leur dire également notre mal-être. C'est surtout ça. Je vais rencontrer donc 11 autres élus qui ont eu les mêmes déboires que moi. Maintenant, demain matin, la presse peut faire état d'un maire qui s'est fait tuer, s'est fait renverser, a pris un coup de poing, etc. On n'est plus à l'abri, si vous voulez, de tout ça. On n'est plus du tout à l'abri. C'est fini. Bonjour messieurs. Les parlementaires chargés du dossier sont également conviés. Pendant près de 3 heures, le ministre est surtout chargé de rassurer des maires parfois traumatisés. Le déjeuner, c'était quand même aussi le moyen de dire à ces maires qui ne sont pas seuls et qu'il ne fallait pas non plus inverser les rôles. C'était eux les victimes, c'était pas à eux de se cacher, c'était pas à eux d'être de côté, et que donc il ne fallait pas laisser s'installer cette banalisation de ces faits-là. Pour les élus, la chose est encore plus singulière, parce que c'est pas vraiment un métier comme les autres, c'est pas vraiment un métier tout court, c'est pas non plus une fonction associative, vous n'êtes pas agent de votre commune. Donc cette singularité de l'engagement électif, qui est un modèle bien français, il méritait aussi cet accompagnement bien français. En charge du texte au Sénat, Françoise Gatel promet d'en tirer des enseignements. C'était pour nous, rapporteurs du texte, un moment important pour conforter ce que nous ressentons et la nécessité d'agir. Mais je crois qu'il faut en faire. Alors on prend souvent le mot de cause nationale, mais je pense que c'est un enjeu pour nous tous, que vraiment on replace les maires au cœur de l'action publique et qu'on s'indigne de ce qui leur arrive juste parce qu'ils sont maires et qu'ils ont osé s'engager. Qu'on s'indigne et qu'on agisse. Le sentiment que j'ai tout de suite, c'est que nous avons été entendus. Ça c'est vraiment, c'est sûr, on a été entendus. Le ministre nous a beaucoup remerciés dans le cadre de nos fonctions et il va y avoir, je pense, des modifications encore sur ce texte de loi, des amendements. Ça m'engage, si vous voulez, à préparer un nouveau mandat, un 4e mandat de maire, avec un optimisme à 100%. Début octobre, les sénateurs font le bilan de la consultation lancée auprès des maires. Le président de la commission des lois, Philippe Bas, en partage les conclusions avec les 2 rapporteurs du projet de loi sur les maires, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Alors là, si on ne défend pas nos maires, moi je crois que vraiment c'est que notre démocratie est en grand péril. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je partage sur l'importance du taux de réponse, sachant qu'en plus le temps c'était pendant l'été et sur un temps très court. Et ce qui m'a aussi frappé, ce sont les incivilités ou les agressions dont peuvent être victimes aussi les familles des élus. Et je pense qu'il était important qu'on puisse répondre de façon très rapide, de façon quasiment éclair avant l'élection municipale, parce que ce sera, à mon avis, une des clés qui permettra de réinviter certains de nos concitoyens ou d'inviter ceux des sortants à être candidats la prochaine fois. Grâce à cette consultation, pour la première fois, un état des lieux des violences sur les maires est effectué, avec plus de 3800 retours d'élus. Après un été marqué par des faits divers les concernant, le questionnaire a été pour les maires un véritable exutoire où ils ont pu livrer sans filtre la réalité de ces violences. J'ai reçu 9 coups de couteau et j'ai été annoncé mort au journal de 20 heures. J'ai été agressé avec une fourche à 2 dents pointée sur le ventre. J'ai reçu 2 coups de poing dans la figure. J'ai été victime d'une tentative de meurtre avec une voiture comme une arme pour me tuer. 2 interventions chirurgicales, plus de 6 mois d'arrêt. En un mois, plus de 3800 élus ont donc répondu au questionnaire. Et 92% d'entre eux rapportent avoir subi incivilités, injures, menaces ou agressions. 14% évoquent même une attaque physique, soit 543 agressions recensées, un chiffre bien supérieur à ce qui était connu des services de police. Et pour cause, puisque seulement 37% des maires disent avoir saisi la justice, et seulement 21% des plaintes ont abouti à une condamnation pénale. Par conséquent, nous avons adopté ce matin 12
proposition d'action. Si ce signal fort est entendu, s'il devient tangible par des mesures concrètes qui sont prises immédiatement, oui, cela aura un effet bénéfique sur les vocations pour les prochaines élections municipales. 12 préconisations dont une bonne partie sera reprise par le gouvernement pour une meilleure prise en compte des violences sur les maires. La première des choses que nous avons renforcées, même s'il y avait déjà des choses dans le projet de loi, c'est de garantir un niveau minimal, un panier minimal de services et d'accompagnement juridique avec un système d'assurance qui permet à chaque maire de France ou chaque adjoint au maire d'avoir l'assistance d'un avocat, quels que soient ses revenus ou les assurances personnelles qu'il peut avoir par ailleurs, considérant qu'un maire il est agent de l'État dans sa commune et donc il est bien normal que l'État l'accompagne et donc l'État paye cette assurance juridique pour toutes les communes de moins de 3500 habitants. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins pour un maire ou un adjoint au maire que pour un policier, un gendarme ou un pompier. Voilà, ça ce sont des mesures très concrètes. Pendant 2 semaines, en octobre, les sénateurs ont donc débattu de ce projet de loi baptisé Engagement et proximité. Souvent main dans la main, parlementaires et gouvernements ont veillé à offrir aux élus des communes les moyens d'exercer leur mission. Je vous propose, c'est qu'on fasse une belle œuvre collective tous ensemble, entre le Sénat, quelles que soient vos sensibilités politiques, et le gouvernement, pour rendre la vie des 600 000 élus locaux de ce pays bien meilleure au quotidien, au service de notre République. Si ce texte est aussi urgent, c'est que la crise des vocations est là. 50% des maires déclarent ne pas vouloir se représenter en 2020 et 1000 élus ont même abandonné leur poste en cours de mandat. Si la violence est un des aspects, la technicité toujours plus importante du mandat de maire est aussi un frein. L'enjeu de la formation est donc primordial. Ce jour-là, à Toulouse, c'est l'organisme élulocal.fr qui promeut la place des femmes en politique, qui dispense une formation sur les finances des communes. Je suis très heureux de vous accueillir à cette formation concernant les finances de la collectivité, maîtriser le discours, le vocabulaire du budget. Nous allons voir aujourd'hui le contexte général des finances des collectivités. Toutes déjà élues dans des conseils municipaux ou au département, les participantes viennent se former en fin de mandature, faute d'avoir eu avant les crédits suffisants. On a passé pratiquement le mandat sans se former, enfin, pour ma part, mais je crois que personne dans l'équipe ne s'est formé. Et donc là, vu qu'il y avait les propositions, donc c'était intéressant de pouvoir se former, et notamment les finances auxquelles je ne comprends rien. Donc voilà, c'était l'occasion. Je brigue un mandat de maire de ma commune, à nouveau, et je viens ici pour me remettre à jour de mes connaissances d'il y a 25 ans, on va dire. Je conduis aujourd'hui une équipe pour les prochaines municipales sur un petit village qui compte 1500 habitants, qui est dans le département des Pyrénées-Orientales, tout proche de Perpignan. Si ça dépasse le capital de la dette, est-ce qu'on peut tout mettre en investissement ou il y a d'autres... on peut le... Alors, il faut rembourser en priorité, donc effectivement, le capital de la dette, ce qui est logique, enfin pas rembourser l'emprunt, mais rembourser le capital des mensualités de la dette, et après tout le reste, effectivement, c'est un investissement. Pourquoi ? D'accord, ça reste tout un investissement. Oui, tout à fait. Bien sûr, là, on a parlé de budget, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Et en discutant avec mes collègues, on échange des expériences et des idées. Et déjà, là, j'ai de nouvelles propositions à faire à ma future liste sur comment gérer la commune. Toutes ces questions-là, effectivement, c'est des questions auxquelles on n'est absolument pas préparé quand on est élu. On a pour soi que sa volonté et son envie de bien faire. On se heurte parfois effectivement à des difficultés, une méconnaissance du droit. Et je crois qu'effectivement, ça devrait être quelque part comme une obligation ou une proposition faite à tous les élus de pouvoir aller se former de manière à ne pas se confronter à des difficultés qui pourraient être facilement évitées.
Les élus, quand ils commencent, donc il y en a qui ont leur première mandature, donc il y a un socle, un petit peu de formation, savoir ce qui se passe, que fait un conseil municipal, un peu de pédagogie d'une journée, 2 journées, en plusieurs fois, mais qui connaissent un petit peu, comme je vous disais précédemment, les rouages. C'est très très important, parce qu'ils se sentiront plus à l'aise et ils pourront surtout assumer leur mandat avec plus de facilité. Il faut tout de suite mettre l'élu, et notamment le primo-élu, à l'aise. Je deviens maire ou adjoint au maire, je ne dois pas avoir de complexe à me former. Aujourd'hui, il y a un complexe. La formation, elle a des vertus humaines, moi j'y crois beaucoup. C'est un des gros morceaux du projet de loi, mine de rien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui fait aussi qu'on donnera le goût à l'engagement. Je vais même le dire autrement. C'est ce qui fait que peut-être on gommera le dégoût, peut-être parfois, lorsqu'on s'engage en disant « mais bon sang, Dieu que c'est compliqué, j'étais pas préparé à ça ». Donc tout simplement, il faut savoir y répondre et donc il faut préparer les bonnes volontés qui s'engagent. L'engagement, Arnaud Lafont connaît bien. Allez, on y va? Allez, go. Go. Allez, tiens. À 44 ans, ce père célibataire achève déjà son 3e mandat de maire de Castanet-Tolosan, ville située dans l'agglomération toulousaine. T'as quoi aujourd'hui? Français, mathématiques, histoire géo et anglais. La première mission d'un maire, c'est d'être aussi père, donc d'accompagner son enfant à l'école, tout simplement. Année importante, c'est le collège. Avec lui, les journées se déroulent au pas de charge. Vous allez bien? Bien vous? Ça va. Bonjour. Vous avez pris une photo? Oui. Plein? Et j'ai commencé à publier sur la page. J'ai vu ça. Bon, vous avez vu là en face ou oui, ça? Je vais retourner faire quelques photos. Vous me les passerez? D'accord, il n'y a pas de Comme ça on fera le avant-après. Merci bien. Et il lui faut jongler entre ses différentes casquettes familiales, municipales et de contrôleur de gestion en entreprise. Des journées bien remplies, avec un agenda tenu au cordeau. Alors aujourd'hui, une audition de mariage franco-étranger de 10 à 11, un rendez-vous téléphonique en salle des marchés pour toper dans le cadre du passage en taux fixe d'un emprunt à taux variable. Et toute la journée est au diapason. Les horaires, c'est très variable. Ça peut commencer par une réunion à 8h à Toulouse et se terminer par un conseil de communauté agglomération à minuit. Ça fait des belles journées. Ça, hop. C'est le hasard, tiens, ça c'est ma feuille d'indemnité. Ça vous intéresse? Hop. Voilà. Alors, comme j'aime bien la publier de toute façon sur Facebook, comme je publie mon avis de revenu, d'imposition, voilà. Une indemnité de maire d'une commune de 13 000 habitants. Moi, j'ai décidé de fixer mon indemnité nette au montant le plus bas perçu par un employé à temps plein dans ma collectivité. C'est-à-dire que je n'ai pas un employé sur ma collectivité qui touche moins que moi en équivalent temps plein. Ça donne une certaine liberté d'action quand on a envie de discuter avec eux. Mais dans l'inconscient collectif, les élus sont des personnes qui sont privilégiées, qui ont un train de vie que n'ont pas les autres habitants et sont des postes qui sont enviés quand on ne les connaît pas. Quand on les connaît, on revient un petit peu, on révise le logiciel. Une démarche qu'Arnaud Lafont peut se permettre grâce à ses revenus de contrôleur de gestion en entreprise, mais il est bien conscient que tout le monde n'a pas cette chance. À un moment donné, si on veut des élus qui ressemblent un petit peu à l'ensemble des habitants, il faut qu'ils puissent avoir une activité professionnelle. Aujourd'hui, concilier une activité professionnelle avec une fonction élective, ça reste très difficile. J'ai pour ma part pu bénéficier d'un environnement professionnel et familial qui fait que je travaille en coopération, en partenariat dans la sphère familiale. Donc j'ai pu adapter mes horaires de travail, mais cette capacité d'adaptation que l'on peut avoir dans le privé, c'est très rare. Suite à votre audition préalable pour votre mariage, donc on a échangé sur tout un tas de questionnaires. Élu maire à seulement 25 ans, Arnaud Lafont va maintenant tourner la page de la politique municipale. Autant parce qu'il considère qu'il faut cesser le cumul des mandats dans le temps que par choix de vie. Ça fait donc 3 mandats que je suis en poste, 19 ans de ma vie,
Je pense qu'il est temps, à un moment donné, qu'une nouvelle génération prenne le relais au niveau de l'action municipale. Les 20 dernières, je les ai consacrées à m'occuper des autres, à essayer de gérer une collectivité, un bien public. Les 20 prochaines années, je vais peut-être les consacrer un petit peu plus à ma vie professionnelle, à mon environnement familial, à mon enfant, que je n'ai pas vu forcément grandir les 10 premières années de sa vie, ou du moins autant que j'aurais souhaité. Donc c'est peut-être consacrer un petit peu plus de temps à cela. Entrez. Avec l'émergence d'une nouvelle génération d'élus qui ne consacreront pas forcément toute leur vie à la politique, la question de la conciliation vie professionnelle et vie d'élu va de plus en plus se poser. Nous sommes tous d'accord sur le constat, précisément, avec le Sénat, avec les associations d'élus. Personne, globalement, ne fait de propositions renversantes sur le sujet, parce que si on va trop loin, on rend les élus inemployables, ou alors, même, on les met en difficulté et en porte-à-faux avec leurs concitoyens. Donc la question de la représentation de l'élu salarié reste un objet qui est devant nous encore. Des parcours de maires qui évoluent, mais aussi des communes qui changent, naissent ou disparaissent. Fini l'époque des 36 000 communes françaises. Depuis 2019, le pays en compte même moins de 35 000 suite à des fusions de communes. C'est le cas en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Saint-Malo, où 3 communes se sont en quelque sorte mariées. Saint-Pierre-de-Pléguin, Lens-et-Lin et Tressé sont devenus une seule et même ville au 1er janvier 2019. Ménilroch, une commune nouvelle qui réunit 4300 habitants au cœur du pays du granit bleu, des fusions de communes que suit particulièrement la sénatrice Françoise Gatel. Ah, bonjour Christelle, comment tu vas? Très bien, bonjour Françoise. Madame le maire. Ça va bien, merci. J'ai vu les travaux, ils avancent bien, hein, oui, les travaux du bourg. La place prend forme. D'accord. Donc, oui. Bon, ça va être chouette. T'en as encore pour combien de temps là, 3 semaines. Ah, ouais. Oh, ben, c'est bien. La fusion a eu lieu il y a moins d'1 an, et qui dit fusion de communes ne dit pas forcément davantage d'éloignement. J'ai un document. En fait, nous, dans l'équipe, notre idée majeure, c'est de se dire, on se met ensemble pour renforcer notre proximité. C'est pas pour aller ailleurs, c'est vraiment pour se dire, on est capable de faire plus ensemble sur du local. En fait, il y a longtemps que les équipes de foot des 3 communes, elles s'étaient mises en chambre, qu'il y avait des regroupements d'écoles, et donc à un moment, les élus épousent, on va dire, le périmètre de vie des gens, et parce qu'ils sont très attachés à leur commune. Et c'est justement pour ça, parce qu'ils la portent profondément et avec conviction, ils veulent la projeter dans l'avenir, et que se projeter dans l'avenir, c'est parfois faire évoluer la frontière, mais garder, tu l'as très bien dit, garder de la proximité. Ah, bon, bah Christelle, écoute, merci encore de ton accueil. Merci beaucoup de ta visite. Bravo au plaisir. pour le travail. Ouais. Et je viendrai fêter la première bougie au mois de janvier. Avec plaisir. Merci Christelle. Très bien. Au revoir. Au revoir, bon retour. Merci. Bon, ben maintenant, on va aller faire un tour à Lens-et-Lin et puis voir les réalisations que l'on a pu faire sur Lens-et-Lin, commune déléguée. Donc là, on va aller à la mairie. Si la nouvelle mairie centrale est située dans l'ancienne commune de Saint-Pierre-de-Pléguin, les 2 autres villages ont conservé leur mairie. Bonjour Étienne. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça va bien, écoute. Étienne Ménard était le maire de Lens-et-Lin depuis 2014. Il est désormais simplement maire délégué. Mais pour lui, ce n'est pas un souci, puisque sa commune peut désormais bénéficier de services comme un portail internet commun ou la restauration scolaire, autrefois sous-traitée et de mauvaise qualité. On s'est donné la capacité, là, en moins de 9 mois, de produire aussi pour les enfants de l'école de Lens-et-Lin. Donc c'est tous les midis, et c'est 60 repas de plus qui sont faits à Saint-Pierre et qui sont servis ici à Lens-et-Lin. C'était un des objectifs d'ailleurs avant donc, la création de la commune nouvelle. Hein. On avait évoqué ce problème. Point. C'était un souci
Pour moi, personnellement, la qualité de la nourriture pour les enfants, c'est quand même très important. Les services qui étaient à Saint-Pierre, au contraire, c'est qu'ils soient plus utilisés, mieux utilisés. À la limite, ils étaient sous-utilisés. Les optimiser. Ouais. Absolument. Parce que AGV, ils ont vraiment besoin de tout, là. Ils ont besoin de 3000 m² et ça peut se négocier, ça peut se faire ailleurs. Parce que après, est-ce que Calypso, tout près de l'école, est-ce que c'est... En mettant leurs moyens en commun, ils ont aussi rompu l'isolement que peuvent ressentir les petits maires ruraux. C'est quand même maintenant plus facile de prendre des décisions. On en parle en commun, quand il y a des décisions un peu compliquées à prendre, on en parle avec Christelle, on partage et c'est un soulagement. J'ai mis un mouchoir sur mon ego pour ça, parce que quand on est maire, on représente un petit peu l'autorité de la commune. Enfin, on représente toujours l'autorité de la commune, mais bon, on se dit qu'on va perdre un petit peu de notre autorité, de nos pouvoirs, et ça, c'est pas du tout mon objectif, moi, dans la gestion de la commune. Moi, ma fierté dans la commune, c'est de faire en sorte qu'elle se porte bien, qu'il y ait des investissements qui se fassent, que l'école va bien, etc. Mais c'est pas pour ma notoriété, et ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Ouais, mais Madame la maire et le maire délégué sont désormais pleins de projets, comme l'accueil d'une maison de retraite sur la commune de Lan-Hélin, qui n'aurait pu se faire sans la création de la commune de Ménilroch. Au Palais du Luxembourg, pendant 15 jours, sénateurs et gouvernement ont donc débattu de toutes ces adaptations pour accompagner et faciliter la vie des maires. Et à l'heure du vote solennel, c'est une unanimité très rare qui se dégage de l'hémicycle. Il y aura des réponses pour faciliter au quotidien l'exercice du rôle des élus et plus particulièrement de celui de maire. Nous avons voulu dire que pour nous, il n'y a qu'une collectivité qui vaille dans le bloc communal, c'est la commune, parce qu'elle représente tout pour nos concitoyens. Notre groupe, pragmatique mais vigilant et exigeant, votera ce projet de loi. Le nombre de suffrages exprimés de 340. Pour l'adoption, 338, 2 contre. Je crois qu'il y a une unanimité du Sénat pour effectivement redonner aux élus locaux de la liberté et leur affirmer la confiance à la fois du gouvernement mais surtout des sénateurs pour que les élus retrouvent de la capacité à agir, de la liberté et surtout qu'on leur exprime notre confiance dans leur sens des responsabilités. Redonner la confiance et tenter d'endiguer le blues des maires qui s'était installé, avec en ligne de mire les prochaines élections municipales de mars 2020. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Très heureuse